Imaginez un soir de mercredi de février 1968. Il est 23h45. Dans l'appartement du 4e étage, les enfants dorment depuis longtemps. La mère s'est assoupie sur le canapé, un livre ouvert sur la poitrine. Mais le père, lui, est encore éveillé. Assis à la table de la cuisine, sous la lampe dont le cercle de lumière jaune ne dépasse pas le bord de la table. Devant lui, une feuille de papier à lettres, un stylo, et l'horloge sur le mur. Cette horloge dans le tic-tac, dans le silence de la nuit, semble plus fort qu'en pleine journée. Il attend. Pas parce qu'il ne peut pas dormir, pas parce qu'il a quelque chose d'urgent à faire. Il attend parce que dans 15 minutes, à minuit précis, le tarif téléphonique va baisser. Et à ce moment-là, il pourra appeler son frère à Marseille. Pas avant, ça coûterait trop cher. Mais à minuit, oui. À minuit, la conversation sera possible. Alors il attend. Il regarde l'horloge. Il pense à ce qu'il va dire. Il imagine la voix de son frère, un peu enroué le soir, toujours avec cet accent du Midi qui ne s'est jamais effacé malgré les années passées dans le Nord. Il prépare ses mots. Il classe ses nouvelles. La promotion manquée au bureau, la dent de lait de la petite qui est tombée hier, le toit de la cave qui fuit depuis l'automne. 15 minutes d'attente. 15 minutes pendant lesquelles il ne fait rien d'autre qu'attendre. Et ces 15 minutes, ces 15 minutes que nous appellerions aujourd'hui du temps perdu, du temps improductif, du temps mort, étaient en réalité parmi les plus vivantes de sa journée. D'où tout a commencé. L'attente comme condition humaine universelle. L'attente n'est pas une invention du XXe siècle, elle est aussi vieille que l'humanité elle-même. Depuis que les êtres humains existent, ils attendent. La pluie, la chasse, la récolte, l'été, la guérison, le retour de quelqu'un. L'attente est l'une des expériences fondamentales de l'existence. Mais la façon dont on attend, la signification qu'on lui donne, la place qu'elle occupe dans la vie, a profondément changé au cours du XXe siècle. Et ces changements, dans la France des années 1960, étaient encore en train de se faire. Le monde de 1965 était un monde où l'attente était encore normale, encore acceptée, encore chargée de sens. C'était un monde où l'on attendait tout. On attendait le bus, sans application pour savoir dans combien de minutes il arriverait, sans écran pour se distraire pendant l'attente. On attendait son tour chez le médecin, parfois 2 heures, debout dans un couloir, avec pour seule compagnie les autres patients et ses propres pensées. On attendait les résultats scolaires, envoyés par courrier, qui arrivaient dans la boîte aux lettres 2 ou 3 jours après la fin du trimestre. On attendait les nouvelles de la famille, par lettre, par téléphone quand les tarifs le permettaient. On attendait. Et dans cette attente, dans cette suspension du temps entre le désir et sa satisfaction, quelque chose se passait qui n'a pas de nom simple en français. Quelque chose qui ressemble à ce que les philosophes appellent l'anticipation, mais qui est plus incarné, plus physique, plus viscéral que ce mot abstrait ne le suggère. Les formes de l'attente en 1965, un catalogue. Pour comprendre ce qu'était l'attente dans la France de 1965, il faut la décrire dans ses formes concrètes, quotidiennes, ordinaires. Pas l'attente exceptionnelle, l'attente du retour d'un fils de la guerre, l'attente d'une guérison improbable. L'attente ordinaire, celle qui structurait chaque journée. L'attente du bus. Vous vous posiez à l'arrêt. Il n'y avait pas d'écran indiquant le temps restant. Il n'y avait pas de téléphone dans votre poche pour vous distraire. Il y avait l'arrêt. Les autres personnes qui attendaient comme vous. Le ciel au-dessus des toits. Les passants sur le trottoir d'en face. Les pigeons sur le rebord d'une fenêtre. Et vos propres pensées. Que se passait-il dans ces moments d'attente sans distraction? Le cerveau, privé de stimulation externe, commençait à produire de l'interne. Il vagabondait. Il faisait des connexions entre des idées disparates. Il repensait à une conversation de la veille, trouvait la réponse qu'il aurait dû donner, préparait celle qu'il allait donner demain. Il inventait. Il rêvassait. Ces moments de rêverie involontaire, ces moments où le cerveau travaille sans qu'on lui ait demandé, sont aujourd'hui identifiés par les neurosciences comme essentiels à la créativité et à la résolution de problèmes. Le mode par défaut du cerveau, ce réseau neural qui s'active quand on ne fait rien de particulier, est le moteur de la pensée créative,
de la planification, de l'empathie, de la construction identitaire. En 1965, chaque attente de bus activait ce réseau. Aujourd'hui, nous sortons notre téléphone. Nous coupons le réseau par défaut avant même qu'il ait pu s'activer. Nous avons transformé chaque interstice de notre journée en espace de consommation de contenu. Et ce faisant, nous avons peut-être appauvri quelque chose de fondamental dans notre vie mentale. L'attente du courrier. Nous en avons parlé dans le blog sur la lettre manuscrite, mais il vaut la peine d'y revenir sous l'angle de l'attente elle-même. Attendre une lettre en 1965, c'était attendre quelque chose d'incertain dans son contenu et dans son moment d'arrivée. Vous ne saviez pas exactement quand elle arriverait. Vous ne saviez pas exactement ce qu'elle dirait. Cette double incertitude, temporelle et narrative, créait une tension qui n'avait rien de négatif. C'était la tension d'un récit dont on ne connaît pas la fin, la tension d'une histoire en cours. Et cette tension maintenait le lien avec l'absent d'une façon très particulière. Elle le gardait présent dans votre vie mentale, comme un personnage de roman qu'on n'a pas encore tout à fait compris. L'attente du dimanche. Nous en avons parlé aussi, mais pensez à l'attente du poulet rôti du dimanche. Toute la semaine, vous saviez que le dimanche, il y aurait le poulet. Pas parce que quelqu'un vous l'avait promis explicitement, mais parce que c'était comme ça. Parce que le dimanche, il y avait le poulet. Et le mercredi soir, en mangeant la soupe ordinaire du mercredi, vous pensiez « encore 4 jours ». Cette anticipation ajoutait au poulet du dimanche une dimension gustative que le poulet lui-même, seul, n'aurait pas eue. L'attente était un assaisonnement. L'attente du film. En 1965, un film passait au cinéma du quartier pendant une semaine, parfois 2. Si vous ratiez la première semaine, vous aviez une deuxième chance. Si vous ratiez les 2, vous aviez peut-être perdu le film pour toujours, ou du moins pour très longtemps. Il n'y avait pas de DVD, pas de streaming, pas de replay. Le film passait, et puis il partait. Et cette fugacité donnait à chaque séance de cinéma une urgence, une importance, un caractère d'événement. Aujourd'hui, un film sort en salle et en streaming simultanément. Dans 6 mois, il est disponible partout, pour toujours. L'urgence a disparu. Et avec l'urgence, une certaine intensité du désir. Minuit. Le rendez-vous avec les tarifs réduits. Revenons à notre père dans sa cuisine, sous sa lampe, qui attend minuit. Ce rituel, attendre minuit pour téléphoner parce que les tarifs baissaient, était partagé par des millions de Français dans les années 1960 et 1970. Il avait plusieurs caractéristiques remarquables. D'abord, il créait un rendez-vous. À l'autre bout de la ligne, à Marseille ou à Lyon ou à Bordeaux, quelqu'un d'autre attendait aussi. Le frère, la sœur, la mère vieillissante. Il savait qu'à minuit le téléphone allait sonner. Il l'attendait. Il ne dormait pas. Il s'était peut-être préparé un petit quelque chose, une tisane, un verre de vin, pour cette conversation nocturne. Ce rendez-vous implicite, non formalisé, jamais vraiment discuté mais parfaitement compris des deux côtés, était une forme de contrat affectif. Il disait « Je pense à toi. Je pense à toi assez pour rester éveillé jusqu'à minuit, pour attendre, pour organiser ma soirée autour de toi. » Ensuite, l'attente jusqu'à minuit avait une qualité méditative involontaire. Ces 15, 30, parfois 60 minutes pendant lesquelles on attendait le changement de tarif étaient des minutes pendant lesquelles on ne faisait souvent rien d'autre que penser à la conversation à venir. On préparait, on sélectionnait, on ordonnait ses pensées, ses nouvelles, ses questions. Et cette préparation, cette organisation mentale préalable de ce qu'on voulait dire, transformait la conversation qui suivait. Elle était plus dense, plus riche, plus efficace dans le bon sens du terme. Elle disait ce qu'elle voulait dire, sans détours inutiles, sans remplissage. La conversation de minuit avait une qualité particulière que les appels passés n'importe quand, n'importe comment, pour n'importe quelle raison fût-il, n'ont pas. Elle était préparée, elle était attendue, elle était précieuse, dans le sens littéral du terme, parce qu'elle avait un prix, parce qu'elle demandait un sacrifice de sommeil, parce qu'elle arrivait au bout d'une attente. L'attente comme lien social.
Il y a une dimension de l'attente en 1965 que nous n'avons pas encore évoquée, sa dimension sociale et collective. En 1965, on n'attendait pas seul, ou du moins, pas toujours, pas systématiquement. On attendait avec les autres. On attendait ensemble à l'arrêt de bus. Et dans cette attente commune, des conversations naissaient. Pas des conversations profondes nécessairement, mais des échanges. La météo, la nouvelle de la rue, le commentaire sur quelque chose qu'on avait vu passer. Ces micro-échanges, ces conversations de quelques secondes ou quelques minutes entre des gens qui se retrouvaient au même endroit par le hasard de l'attente commune, tissaient un réseau social informel mais réel. On attendait ensemble chez le médecin. Dans la salle d'attente, avec ses chaises alignées contre les murs, ses magazines usés sur la table basse, son odeur caractéristique de désinfectant et de papier vieux, des conversations s'engageaient parfois entre patients. Des confidences que la situation particulière de l'attente médicale, cette attente chargée d'inquiétude et de vulnérabilité, rendait possible entre des inconnus. On attendait ensemble au cinéma, dans la queue qui se formait devant la caisse, parfois longtemps avant l'heure de la séance. Et dans cette queue, encore des conversations. Des gens qui commentaient l'affiche, qui se demandaient si le film valait le déplacement, qui racontaient ce qu'ils avaient entendu dire à ce sujet. Ces espaces d'attente collective étaient des espaces de socialisation involontaire. On n'y allait pas pour rencontrer des gens, mais on rencontrait des gens. Parce qu'on était là, ensemble, sans autre occupation que d'attendre. Aujourd'hui, nous avons éliminé l'attente, ou nous avons tout fait pour. Les files d'attente sont optimisées. Les bus ont des écrans qui indiquent leur arrivée à la minute près. Les consultations médicales ont des rendez-vous. Les billets de cinéma se prennent en ligne. Et même dans les rares moments où il reste de l'attente, nous la remplissons immédiatement avec nos téléphones. Nous avons perdu les conversations involontaires, ces rencontres de hasard dans un espace d'attente, ces moments où l'ennui commun créait une sociabilité spontanée, le désir différé, une philosophie perdue. Il y a un concept philosophique derrière toute cette histoire de l'attente, un concept que la France de 1965 pratiquait sans le formuler et que nous avons presque entièrement perdu. C'est le concept du désir différé. Le désir différé, c'est l'idée que laisser du temps entre le désir et sa satisfaction n'est pas une contrainte regrettable. C'est une condition de la qualité du désir et de la qualité de la satisfaction. Un désir immédiatement satisfait est un désir qui n'a pas eu le temps d'exister vraiment. Il est né et mort en même temps. Il n'a pas eu le temps de grandir, de se préciser, de se nourrir de l'imagination et de l'anticipation. Il n'a pas eu le temps de devenir quelque chose de profond. Un désir différé, un désir qu'on a attendu, nourri, cultivé pendant des jours ou des semaines, est un désir qui a eu le temps de mûrir. Quand il est enfin satisfait, sa satisfaction est à la hauteur de tout ce temps d'attente. Elle est pleine, entière, réelle. Le philosophe Épicure, qui n'avait bien sûr pas pensé aux tarifs téléphoniques nocturnes de la France de 1968, avait formulé quelque chose d'approchant quand il disait que la privation temporaire était une façon d'augmenter le plaisir de la satisfaction ultérieure. Que l'homme sage cultivait parfois le manque, non pas par ascétisme masochiste, mais par intelligence hédoniste. Les Français de 1965 n'avaient pas lu Épicure pour la plupart, mais ils vivaient sa philosophie sans le savoir. Parce que les circonstances matérielles de leur époque, la rareté relative, les contraintes techniques, les tarifs téléphoniques nocturnes, les horaires des cinémas, les jours de livraison du courrier, leur imposaient une forme de désir différé qui était en réalité une forme de sagesse. L'ennui, la face obscure et féconde de l'attente. Il faut parler de l'ennui. Parce que l'ennui est l'ombre portée de l'attente, et comme toutes les ombres, il révèle quelque chose de la forme qui l'accompagne. En 1965, les gens s'ennuyaient. Les enfants s'ennuyaient le dimanche après-midi. Les adultes s'ennuyaient dans les files d'attente. Les malades s'ennuyaient dans leur lit. Les voyageurs s'ennuyaient dans les trains sans Wi-Fi. Et cet ennui, cet état que nous fuyons aujourd'hui avec une frénésie qui ressemble à de la panique,
avait des propriétés remarquables. L'ennui force la confrontation avec soi-même. Quand il n'y a rien à faire, rien à regarder, rien à consommer, on est renvoyé à sa propre intériorité, à ses propres pensées, à ses propres questions. C'est inconfortable, c'est parfois douloureux, mais c'est aussi, quand on l'accepte plutôt que de le fuir, extraordinairement fertile. Les grandes décisions de vie se prennent souvent dans l'ennui. Les intuitions importantes surgissent souvent dans les moments vides. Les idées créatives naissent souvent dans les creux de l'activité. Pas parce que l'ennui est magique, mais parce que le cerveau, libéré de l'obligation de traiter un flux continu d'informations externes, peut enfin traiter ses propres informations internes. En 1965, l'ennui était une expérience régulière et normale. Pas agréable, personne n'aime s'ennuyer, mais normale, acceptée. Et dans cette acceptation, dans ce consentement à rester avec soi-même sans divertissement, se trouvait une pratique involontaire de ce que nous appellerions aujourd'hui la pleine conscience. Aujourd'hui, nous avons une peur panique de l'ennui. Nous avons construit une civilisation entière autour de son éradication. Chaque seconde de notre vie est potentiellement remplie par les réseaux sociaux, les podcasts, les séries, les jeux, les notifications, les alertes. Nous n'avons plus à supporter une seule seconde de vide. Et nous souffrons. Nous souffrons d'anxiété, d'insomnie, d'incapacité à nous concentrer, d'une sensation persistante de vide intérieur que toutes les stimulations du monde ne parviennent pas à remplir. Peut-être parce que le vide, le vrai vide, l'ennui accepté et traversé, était précisément ce qui permettait de se remplir de soi-même. Le temps lent, une ressource naturelle épuisée. Il y a une métaphore qui me semble juste pour décrire ce que nous avons perdu avec la disparition de l'attente dans notre vie quotidienne. Le temps lent était une ressource naturelle. Comme l'eau, comme l'air, comme les forêts. Le temps lent était une ressource que nous avions en abondance et que nous n'avons pas su préserver. Nous l'avons consommé, optimisé, rationalisé jusqu'à l'épuisement. Nous avons comblé chaque interstice, rempli chaque creux, éliminé chaque pause. Nous avons rendu notre temps aussi dense que possible, et ce faisant, nous avons épuisé une ressource qui ne se recrée pas d'elle-même. Le temps lent, le temps de l'attente, de la rêverie, de l'ennui accepté, ne se produit pas par décision. Il ne s'achète pas, il ne se télécharge pas. Il se crée seulement quand on consent à le laisser exister. Quand on accepte de ne pas remplir le vide. Quand on pose le téléphone. Les Français de 1965 n'avaient pas à faire cet effort. Le temps lent leur était imposé par les circonstances. Les tarifs téléphoniques, les horaires de livraison, les jours de marché, les heures d'ouverture des commerces, les délais du courrier, toutes ces contraintes créaient automatiquement des espaces de lenteur, des bulles d'attente dans la journée. Aujourd'hui, ces contraintes ont presque toutes disparu. Et sans contraintes, nous ne savons plus nous imposer la lenteur à nous-mêmes. Nous ne savons plus attendre. Nous ne savons plus nous ennuyer. Nous ne savons plus être avec nous-mêmes sans programme, sans écran, sans flux. Et cette incapacité, cette allergie à notre propre présence intérieure, est peut-être l'une des grandes maladies de notre époque. Ce que nous avons vraiment perdu. Nous avons perdu le temps comme expérience, pas le temps comme ressource à optimiser. Ce temps-là, nous l'avons mieux que jamais. Nous avons des applications pour gérer notre temps, des calendriers synchronisés, des rappels automatiques, des assistants virtuels qui planifient à notre place. Mais le temps comme expérience, le temps qui s'étire, qui se suspend, qui laisse une place au hasard et à la rêverie, ce temps-là, nous l'avons perdu. Nous avons perdu le désir comme durée. Cette façon d'habiter un désir pendant des jours, de le nourrir de l'imagination, de le laisser grandir jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour mériter d'être satisfait. Le désir instantané, celui qu'on peut satisfaire en 2 clics, n'a pas cette profondeur. Il est léger, fugace, immédiatement remplacé par le désir suivant dans une chaîne sans fin. Nous avons perdu l'attente comme lien. Ces rendez-vous implicites, à minuit, le jeudi quand le magazine arrivait, le dimanche quand le poulet rôtissait, le soir quand la radio commençait.
Ces structures temporelles partagées qui faisaient que des millions de personnes vivaient la même chose au même moment et se retrouvaient ainsi dans une communauté invisible. Et nous avons perdu, peut-être le plus profondément, l'art d'être seul avec soi-même sans fuir. Cette capacité à rester dans le vide, dans le silence, dans l'ennui, sans le remplir immédiatement, sans en avoir peur, sans le fuir dans l'écran le plus proche. Cette capacité à se retrouver soi-même dans les creux du temps. Le père dans sa cuisine, sous sa lampe, qui attend minuit pour appeler son frère. Il ne perdait pas son temps. Il était avec lui-même, pleinement, complètement. Et dans 15 minutes, il allait être avec son frère, pleinement, complètement, pas en même temps, l'un après l'autre, parce qu'on ne peut pas être vraiment avec les autres si on n'a pas appris à être vraiment avec soi. Imaginez une nuit de juin 1965, 2 heures du matin, une petite ville quelque part en France, pas Paris, pas Lyon. Une ville moyenne, avec ses rues pavées, ses maisons aux volets clos, son église au centre de la place. Tout le monde dort, ou presque. Vous vous réveillez. Pas pour une raison particulière, un rêve peut-être, ou simplement ce réveil mystérieux qui arrive parfois au milieu de la nuit sans cause apparente. Vous ouvrez les yeux dans le noir, vous ne bougez pas, et vous écoutez. Ce que vous entendez, ce que vous pouvez entendre dans cette nuit de juin 1965, dans cette petite ville française endormie, est quelque chose que la plupart des gens vivant en 2026 n'ont probablement jamais entendu. Vous entendez le silence. Pas l'absence de bruit, parce que l'absence totale de bruit n'existe pas dans la nature, mais le silence véritable. Ce silence qui est lui-même une texture, une présence, une qualité de l'air. Un silence dans lequel les petits sons naturels ne disparaissent pas, mais s'amplifient, deviennent audibles, reprennent leur place légitime dans le monde sonore. Le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Ce tic-tac que vous n'entendez pas pendant la journée, noyé sous les conversations, les bruits de la rue, les sons de la cuisine. Mais là, dans le silence de 2 heures du matin, il est là, régulier, patient, comme un cœur mécanique qui bat depuis des décennies et battra encore longtemps après vous. Un grillon, quelque part dans le jardin ou dans la ruelle derrière la maison. Son chant, ce stridulation régulière et haute, que des milliers de générations d'êtres humains ont entendu avant vous dans leur nuit d'été, et qui dit quelque chose de fondamental sur le fait d'être vivant sur cette terre à cette heure. Et peut-être, selon la saison, selon l'endroit, le ululement lointain d'un hibou, la respiration du vent dans les feuilles, la pluie qui commence doucement sur les tuiles. Vous n'êtes pas seul dans ce silence. Le monde est là, vivant, respirable. Mais il est à l'échelle humaine. Il ne vous submerge pas, il ne vous agresse pas, il vous contient. D'où tout a commencé, une brève histoire du silence. Le silence, le vrai silence, le silence naturel, n'a pas toujours eu besoin d'être défendu ou recherché. Pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, il était simplement là. La condition normale de la nuit, de la campagne, de la maison fermée. Les sociétés humaines pré-industrielles n'étaient pas silencieuses, elles avaient leur propre bruit. Les artisans, les marchés, les animaux, les cloches des églises, les conversations dans la rue. Mais ces bruits avaient une caractéristique fondamentale. Ils étaient intermittents et locaux. Ils s'arrêtaient. La nuit venue, le forgeron posait son marteau. La charrette rentrait à l'écurie. Le marché se fermait. Et le silence revenait. Ce silence nocturne et campagnard était la toile de fond sur laquelle se déroulait la vie humaine depuis des millénaires. Il était si universel, si constant, qu'il ne méritait même pas d'être nommé. C'était simplement la nuit, la normalité, l'état naturel des choses. La révolution industrielle du XIXe siècle introduisit pour la première fois dans l'histoire humaine un bruit qui ne s'arrêtait pas. Les usines tournaient la nuit. Les machines ne dormaient pas. Le chemin de fer traversait les campagnes avec ses bruits métalliques à toute heure. Pour la première fois, des communautés humaines entières furent exposées à un bruit permanent, continu, sans interruption naturelle.
Mais cette pollution sonore restait localisée, autour des usines, des gares, des grandes villes industrielles. La France rurale de 1850, de 1900, de 1930 restait majoritairement silencieuse. Et même dans les villes françaises de 1965 étaient incomparablement plus silencieuses que les villes de 2026. Le silence de 1965, une cartographie sonore. Pour comprendre ce qu'était le silence en France en 1965, il faut faire une cartographie sonore de l'époque, identifier ce qui existait et ce qui n'existait pas encore. Ce qui existait comme source de bruit en 1965, les voitures, mais en nombre incomparablement inférieur à aujourd'hui. Les trains, les avions, mais peu fréquents et moins bruyants qu'aujourd'hui. Les conversations humaines, les animaux, chiens, chats, pigeons, oiseaux, les cloches des églises, les sonneries de téléphone, rares, intermittentes, ponctuelles. La radio et la télévision, mais seulement quand on les allumait délibérément et qui s'arrêtaient à des heures fixes. Ce qui n'existait pas comme source de bruit en 1965, les smartphones avec leurs notifications permanentes, les réseaux Wi-Fi qui bourdonnent dans les murs, les climatiseurs sur chaque façade d'immeuble, les centaines de milliers de voitures supplémentaires, le trafic aérien décuplé, les centres commerciaux avec leur musique d'ambiance diffusée en continu, les écrans allumés en permanence dans chaque pièce, les voisins qui regardent Netflix à 2 heures du matin avec le son trop fort, et surtout, ce qui n'existait pas, le bruit intérieur que nous nous sommes imposés nous-mêmes. Ces écouteurs dans les oreilles en permanence. Cette musique de fond qui accompagne les moindres gestes quotidiens. Cette incapacité à tolérer une seule minute de silence sans le remplir immédiatement avec un son choisi. Le silence de 1965 était un silence extérieur et intérieur. Un silence de la rue et un silence de la tête. Le tic-tac, un son disparu. Revenons au tic-tac de l'horloge. Parce que ce son si banal, si familier pour des générations de Français, est devenu aujourd'hui presque introuvable. Et sa disparition est symboliquement chargée d'un sens qu'il vaut la peine d'explorer. En 1965, chaque maison française avait au moins une horloge mécanique. Souvent plusieurs, une horloge de cheminée dans le salon, un réveil mécanique dans la chambre, parfois une horloge de parquet dans le couloir. Ces horloges mécaniques, à ressort, à balancier, à pendule, produisaient un son continu et régulier que les habitants entendaient sans l'entendre, comme on entend sa propre respiration. Mais dans le silence, dans le vrai silence de la nuit ou d'un dimanche après-midi vide, ce tic-tac devenait audible. Il revenait au premier plan sonore. Et cette audition soudaine du tic-tac dans le silence avait quelque chose de particulier. Elle rappelait que le temps passait, pas de façon abstraite, de façon concrète, physique, audible. Chaque tic était une seconde qui s'écoulait. Chaque tac était la confirmation que la seconde précédente était révolue. Le temps n'était pas une abstraction philosophique. Il était un son régulier, patient, inexorable. Cette conscience sonore du temps qui passe, cette relation auditive et presque physique au temps, est quelque chose que nous avons perdu. Nos montres sont silencieuses. Nos téléphones indiquent l'heure sans aucun son. Le temps est devenu muet. Et un temps muet est un temps dont on ne perçoit plus l'écoulement. C'est peut-être pour cela que nous avons si souvent l'impression que le temps passe trop vite. Non parce qu'il passe objectivement plus vite, mais parce que nous n'avons plus rien pour le sentir passer. Aucun son qui batte la mesure, aucun tic-tac qui compte les secondes. Nous avons perdu le rythme du temps. Les sons naturels, une présence oubliée. Dans le silence de 1965, dans cette absence de bruit de fond permanent que nous connaissons aujourd'hui, les sons naturels occupaient une place réelle dans la vie quotidienne des Français. Les oiseaux au petit matin, le chant des oiseaux à l'aube, ce concert progressif qui commence dans l'obscurité absolue, bien avant que le soleil soit visible, et qui s'enfle au fur et à mesure que la lumière monte, était l'une des premières expériences sonores de chaque journée pour des millions de Français. Pas un fond sonore qu'on entendait vaguement depuis l'intérieur d'une maison bien isolée, mais un son présent, immédiat,
qui entrait par les fenêtres ouvertes ou les volets entrebâillés. Ce chant des oiseaux à l'aube a un nom dans la tradition naturaliste anglaise. Le Dawn Chorus, le chœur de l'aube. C'est l'un des phénomènes sonores les plus complexes et les plus riches de la nature. Des dizaines d'espèces chantant simultanément, chacune avec son propre timbre, sa propre fréquence, son propre rythme. Une polyphonie d'une complexité que les plus grands compositeurs de musique classique n'ont jamais tout à fait réussi à imiter. En 1965, ce chœur de l'aube réveillait naturellement les gens qui dormaient fenêtres ouvertes. Il était l'horloge biologique, plus précise que n'importe quel réveil mécanique pour signaler que le jour commençait. Et sa disparition progressive, due à la fois à la pollution sonore qui masque les sons naturels et au déclin des populations d'oiseaux, est une perte que nous mesurons à peine. Les grillons la nuit d'été. Ce son, cette stridulation continue et régulière qui remplit les nuits de juillet et d'août dans les campagnes françaises, était le fond sonore de l'été pour des générations. Les enfants qui dormaient avec les fenêtres ouvertes s'endormaient sur ce son. Il était rassurant précisément parce qu'il était continu. Il disait que la nuit était normale, que rien d'anormal ne se passait, que le monde naturel était en ordre. La pluie sur les tuiles et les ardoises. Ce son, si différent selon les types de toiture, les intensités de la pluie, la saison, était un son intérieur à la maison. Il venait d'en haut, de ce toit qui vous protégeait, et il créait une sensation de protection et de tiédeur intérieure que l'isolation phonique moderne a paradoxalement supprimée. La maison bien isolée de 2026 est plus silencieuse, mais elle a aussi perdu cette relation sonore avec les éléments extérieurs qui rendait l'intérieur plus doux. Le silence et le corps. Une relation physiologique. Il faut parler de la relation entre le silence et le corps, parce que le silence n'est pas seulement une expérience de l'ouïe, c'est une expérience physiologique complète. Le bruit permanent, le bruit de fond que nous subissons tous en 2026, est un stresseur. Un stresseur que nous n'identifions pas comme tel parce qu'il est devenu si normal, si constant, que nous avons cessé de le percevoir comme quelque chose qui nous affecte. Mais les études de physiologie sont claires. L'exposition chronique au bruit élève les niveaux de cortisol, le principal hormone du stress. Elle fragmente le sommeil, même quand on croit dormir profondément. Elle accélère le rythme cardiaque. Elle maintient le système nerveux dans un état d'alerte légère et permanente. Le corps, en présence de bruit, ne se repose jamais complètement. Il reste en veille, à un niveau bas, imperceptible consciemment, mais réel, physiologiquement. L'oreille continue à surveiller, à filtrer, à évaluer les sons même pendant le sommeil. C'est une fonction de survie ancienne. L'oreille qui guette les prédateurs dans la nuit. Et cette fonction ne peut pas être désactivée volontairement. En 1965, le silence véritable de la nuit permettait au corps de vraiment se reposer, de vraiment baisser sa garde, de vraiment lâcher cette vigilance permanente qui est le propre d'un organisme exposé au bruit. Ce repos physiologique complet, ce relâchement total du système d'alerte, est peut-être la forme de repos la plus profonde que l'être humain puisse connaître. Aujourd'hui, même dans nos chambres supposément silencieuses, il y a le bourdonnement du réfrigérateur, la climatisation ou le chauffage qui souffle, les voitures au loin, le voisin du dessus qui marche, les notifications qui vibrent sur le téléphone posé sur la table de nuit, la ville qui ne dort jamais tout à fait. Et nos corps, nos pauvres corps surexposés, ne se reposent jamais tout à fait non plus. Le silence et la pensée, une relation philosophique. Il y a une relation entre le silence et la pensée profonde qui a été observée par les philosophes, les mystiques, les artistes et les scientifiques de toutes les cultures et de toutes les époques. La pensée profonde, la vraie pensée, celle qui va au fond des choses, qui touche aux questions essentielles, qui produit des intuitions génuines, nécessite du silence. Pas nécessairement le silence absolu. Les philosophes grecs pensaient en marchant. Pascal pensait dans sa chambre. Einstein pensait en jouant du violon. La forme du silence peut varier, mais le principe est constant. La pensée profonde ne peut pas coexister avec un bruit de fond continu et envahissant.
Le bruit de fond, précisément parce qu'il est continu et qu'il sollicite constamment l'attention périphérale, empêche la concentration profonde. Il fragmente la pensée. Il interrompt les chaînes d'association qui mènent aux intuitions importantes. Il maintient le cerveau dans un mode de traitement superficiel et réactif. Exactement le contraire du mode de traitement profond et créatif qui produit les grandes idées. Blaise Pascal, qui vivait dans la France du XVIIe siècle, dans un silence incomparablement plus profond que celui de 1965, écrivit quelque chose qui résonne d'une façon particulièrement pertinente pour notre époque. Il dit, en substance, que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, leur incapacité à demeurer en repos dans une chambre. Cette incapacité, cette impossibilité à rester seul avec soi-même, en silence, sans distraction, était pour Pascal la source de tous les maux. La guerre, la violence, l'ennui destructeur, la corruption morale, tout venait de cette fuite permanente de soi-même dans le bruit et le mouvement. Pascal n'imaginait pas, ne pouvait pas imaginer, les smartphones, mais il avait parfaitement décrit l'usage que nous en ferions. La nuit comme territoire du silence. En 1965, la nuit était encore la nuit, Pas seulement dans le sens astronomique. Pas seulement l'obscurité. La nuit était un territoire temporel avec ses propres règles, ses propres sons, ses propres permissions. La nuit avait une qualité différente du jour, une qualité de ralentissement, de retrait, de suspension. Dans les petites villes et les villages français de 1965, la nuit était profondément silencieuse. Après 22 heures, parfois avant, les rues se vidaient. Les lumières s'éteignaient, les volets se fermaient, et la ville entrait dans un état qui ressemblait à ce que les biologistes appellent la torpeur, un ralentissement profond de toute activité, une mise en veille collective. Dans ce silence nocturne, dans cette suspension de l'activité humaine, les sons naturels reprenaient possession de l'espace sonore. Les hiboux dans les vieux arbres de la place, les chats sur les toits, le vent dans les cheminées, la pluie sur les pavés. Ces sons n'étaient pas couverts par le bruit humain, ils pouvaient s'exprimer pleinement, occuper tout l'espace sonore disponible, être entendus par quiconque était éveillé. Et les gens qui étaient éveillés la nuit, par insomnie, par travail, par maladie, par veille d'un enfant ou d'un vieillard, ces gens vivaient dans ce silence une expérience qui n'avait pas d'équivalent diurne, une expérience de solitude non solitaire, seul dans le silence, mais entouré de ces sons naturels qui disaient que le monde continuait, que la vie continuait, que cette nuit aussi passerait. Cette expérience de la nuit comme territoire du silence et des sons naturels, cette nuit qui n'était pas l'ennemi du repos mais son allié le plus profond, est quelque chose que des millions de personnes en 2026 n'ont jamais connu, qui ont toujours dormi avec le bourdonnement de la ville, les lumières artificielles qui filtrent sous les volets, les notifications qui vibrent dans l'obscurité. La pollution sonore, une violence invisible. Il faut nommer ce que nous vivons aujourd'hui pour ce qu'il est, une violence. La pollution sonore est une violence faite au corps et aux esprits. Une violence d'autant plus insidieuse qu'elle est invisible, inodore et normalisée au point que nous ne la percevons plus comme quelque chose qui nous est fait, mais comme le fond naturel de l'existence. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu la pollution sonore comme l'un des problèmes de santé publique les plus significatifs des sociétés industrielles. Elle est associée à des maladies cardiovasculaires, à des troubles du sommeil chronique, à des déficits cognitifs, à des troubles anxieux et dépressifs. Elle affecte les enfants de façon particulièrement grave. Les enfants qui grandissent dans des environnements bruyants développent plus difficilement leur capacité de concentration et de lecture. Nous avons construit une civilisation qui se détruit elle-même par le bruit qu'elle produit. Et la particularité tragique de cette destruction, c'est qu'elle est consentie. Nous ajoutons du bruit à du bruit. Nous mettons des écouteurs dans nos oreilles pour couvrir le bruit extérieur avec du bruit choisi. Nous allons chercher du bruit dans nos loisirs, les concerts, les clubs, les bars. Nous fuyons le silence avec une constance et une énergie qui ressemblent à de la peur. Parce que le silence fait peur aujourd'hui. Le silence vide révèle. Il révèle la pensée qu'on ne voulait pas penser.
la question qu'on ne voulait pas poser, le sentiment qu'on ne voulait pas sentir. Le silence met face à soi, et soi est souvent un endroit qu'on préfère éviter. Les Français de 1965 n'avaient pas le choix. Le silence était là. Il fallait faire avec. Il fallait apprendre à y être. Et dans cet apprentissage forcé de la présence à soi-même, dans cette impossibilité de fuir dans le bruit permanent, se trouvait peut-être une santé mentale et spirituelle que nous avons perdue. Ce que nous avons vraiment perdu. Nous avons perdu l'oreille, cette capacité à écouter, vraiment écouter les sons du monde. Le tic-tac, le chant des oiseaux, la pluie sur les tuiles, le vent. Ces sons qui parlaient de la nature, du temps, de la vie qui continue. Ces sons qui situaient l'être humain dans quelque chose de plus grand que lui-même, dans les cycles naturels, dans le temps long, dans la communauté du vivant. Nous avons perdu le repos véritable. Ce repos que seul le silence vrai peut donner. Ce relâchement total du système d'alerte, ce lâcher-prise physiologique profond qui permet au corps et à l'esprit de se régénérer vraiment. Nous dormons, mais nous ne nous reposons pas vraiment. Nous sommes en vacances, mais nous ne nous détachons pas vraiment. Parce que le bruit ne s'arrête jamais. Nous avons perdu la pensée profonde, cette pensée lente, non linéaire, qui naît dans le silence et qui seule peut toucher aux questions importantes. La pensée rapide, fragmentée, réactive que le bruit permanent favorise, cette pensée est utile pour gérer le quotidien, répondre aux urgences, traiter les informations superficielles. Mais elle ne suffit pas pour vivre une vie examinée, réfléchie, vraiment habitée. Et nous avons perdu, peut-être le plus fondamentalement, la capacité d'être avec le mystère. Ce silence de 2 heures du matin qui ouvre sur quelque chose d'indéfinissable, quelque chose qui n'est pas une pensée, pas une émotion, pas une sensation, mais une présence. Une présence à l'existence elle-même, dans sa nudité et son mystère. Une présence que les traditions spirituelles de toutes les cultures ont cherché à cultiver, par la méditation, par la prière, par la contemplation, et que la France de 1965 obtenait, sans le savoir, simplement en vivant dans un monde moins bruyant. Cette nuit de juin 1965, avec son grillon, son tic-tac, son hibou lointain, son silence de ville endormie, contenait quelque chose que nous passons des années à chercher dans des retraites de méditation, des applications de pleine conscience, des thérapies de diverses sortes. Elle était simplement là, gratuitement, dans le noir, pour quiconque avait la chance d'être éveillé à 2 heures du matin et la sagesse de ne pas allumer la radio. Nous voilà au bout. Pas à la fin d'une liste, au bout d'un voyage. Un voyage qui a commencé avec le son des bouteilles de lait sur le pavé d'une rue encore endormie et qui nous a emmenés, à travers la cave à charbon, le carnet de l'épicier, le jeton de téléphone, la baguette chaude, la radio du soir, le lourd commutateur du téléviseur, le dimanche sacré, la lettre manuscrite, le marché du matin, le fauteuil du coiffeur, le gadget de pif, le théâtre dans la tête, l'art d'attendre, le silence véritable, jusqu'ici, jusqu'à ce moment. Avant que nous terminions, faites quelque chose pour moi. Regardez vos mains. Posez-les sur vos genoux ou sur la table devant vous. Regardez-les vraiment. Les lignes de la paume, les articulations des doigts, la façon dont la peau se plisse légèrement aux jointures. Ces mains que vous ne regardez jamais vraiment parce qu'elles sont toujours occupées à faire autre chose. Ces mains, elles se souviennent. Même si vous n'étiez pas né en 1965, même si tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo vous est parvenu de seconde main, par les récits de parents ou de grands-parents, par des photos jaunies, par des films en noir et blanc. Vos mains portent quelque chose de ce monde-là. Pas comme un souvenir conscient, comme une empreinte, comme une forme d'intelligence musculaire et tactile qui précède les mots. Ou peut-être, si vous aviez 10, 20, 30 ans en 1965, vos mains savent exactement de quoi je parle. Elles savent le poids d'une bouteille de lait en verre froid. Elles savent la résistance légère du cadran téléphonique sous le doigt. Elles savent comment plier une lettre en 3 pour qu'elle entre exactement dans l'enveloppe. Elles savent la chaleur d'une baguette encore chaude tenue à 2 mains sur le chemin du retour de la boulangerie. Ces savoirs sont dans vos mains, pas dans votre tête, dans vos mains. Ce que nous avons vraiment perdu, la synthèse.
Nous avons passé cette vidéo à explorer des objets, des rituels, des façons d'être qui ont disparu de la vie française entre 1965 et aujourd'hui. Et je voudrais maintenant vous dire, clairement, simplement, ce que je crois que nous avons perdu derrière tous ces objets. Parce que ce n'est pas le laitier que nous avons perdu, ce n'est pas le jeton de téléphone, ce n'est pas la lettre manuscrite, ni le coiffeur, ni le carnet noir de l'épicière. Ces choses nous manquent, certaines d'entre elles profondément, viscéralement, mais elles ne sont pas la vraie perte. La vraie perte est plus simple et plus grave. Nous avons perdu la friction. La friction, cette résistance légère que les choses opposaient autrefois à nos désirs. Le tarif téléphonique qui vous faisait attendre minuit. La lettre qui prenait 4 jours à arriver. Le pain qui n'existait que frais du jour. Le magazine qui n'existait que le jeudi. La télévision qui s'arrêtait à 23 heures. Cette friction n'était pas un obstacle, c'était une structure. Elle organisait le temps, créait des attentes, produisait des désirs, fabriquait des rendez-vous. Elle donnait au temps une texture, cette texture que le temps lisse et instantané de notre époque a perdue. Nous avons perdu aussi le nom des gens, le nom du laitier, le nom de l'épicière, le nom du coiffeur, le nom du boulanger, le nom du facteur. Ces noms, Madame Leblac, Monsieur René, Monsieur Dupont, n'étaient pas de simples étiquettes sur des prestataires de services. Ils étaient des liens, des engagements réciproques, des preuves que vous étiez connu, que vous existiez pour quelqu'un d'autre que vous-même. Aujourd'hui, vos courses arrivent dans une boîte sans visage. Votre café est préparé par quelqu'un dont vous n'avez pas retenu le prénom. Votre coiffeur change à chaque fois parce que vous avez pris le premier rendez-vous disponible en ligne. Votre courrier est distribué par un livreur que vous n'ouvrez pas la porte pour voir. Vous pouvez traverser une journée entière, une semaine entière parfois, sans que personne ne vous connaisse par votre nom dans un espace public, sans que personne ne vous reconnaisse, sans que personne ne sache que vous êtes passé. C'est une forme de solitude que les générations précédentes ne connaissaient pas. Pas la solitude choisie et fertile du silence et de la réflexion. La solitude subie et invisible de l'anonymat total. Et nous avons perdu enfin, peut-être le plus profondément, la lenteur comme condition de la profondeur. Tout ce qui était profond en 1965 prenait du temps. L'amitié prenait du temps. Elle se construisait dans les files d'attente, les conversations de seuil, les rendez-vous du marché. L'amour prenait du temps. Il s'exprimait dans des lettres qui mettaient 4 jours à arriver et qui avaient eu le temps d'être pensées, pesées, choisies. La connaissance prenait du temps. Elle s'acquérait dans les livres lus lentement, les émissions écoutées attentivement, les conversations qui n'avaient pas d'autre but que d'approfondir une idée. Aujourd'hui, tout est rapide. Et dans cette rapidité, dans cette frénésie d'accès immédiat à tout, quelque chose de profond se perd. Quelque chose qui ne peut exister que dans la durée. Quelque chose qui a besoin du temps pour se former, comme le fromage, comme le vin, comme l'amitié vraie, comme la pensée juste, ce que nous n'avons pas perdu. Mais voici ce que je veux aussi vous dire, parce que ce serait faux de finir sur une note uniquement mélancolique. Nous n'avons pas perdu la capacité de ressentir. La preuve, c'est que vous êtes là. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez peut-être fermé les yeux à certains moments, peut-être souri, peut-être ressenti quelque chose dans la gorge à l'évocation de certaines choses. Le tic-tac de l'horloge, l'odeur de l'eau de Cologne du coiffeur, la lourdeur du verre froid de la bouteille de lait, le papier à lettres sur la table de la caserne. Ce que vous avez ressenti, c'est de la reconnaissance. Pas nécessairement le souvenir d'une expérience vécue, mais la reconnaissance d'un monde possible, d'une façon d'être possible, d'une façon de vivre le temps, les relations, les choses, qui parlent à quelque chose de très ancien en vous. Et cette reconnaissance, ce n'est pas de la nostalgie. La nostalgie est passive. Elle regarde en arrière et soupire. Ce que vous ressentez, si je l'ai bien transmis, est quelque chose d'actif, quelque chose qui ressemble à une décision possible. Parce que certaines de ces choses, pas toutes, pas sous leur forme exacte d'origine, mais certaines d'entre elles sont encore possibles.
ce qui est encore possible. Vous pouvez, demain matin, aller à la boulangerie à pied, pas commander en ligne, pas acheter au supermarché, marcher jusqu'à la boulangerie, attendre votre tour. Dire bonjour à la boulangère, demander une baguette, la porter à 2 mains sur le chemin du retour, en mordre le bout. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est un choix. Vous pouvez, ce soir, éteindre tous les écrans à 22 heures, pas pour dormir nécessairement, pour rester assis dans le silence, pour entendre ce que le silence a à vous dire, pour laisser le tic-tac de votre horloge, si vous en avez encore une, reprendre sa place dans le monde sonore de votre maison. Vous pouvez, cette semaine, écrire une lettre à la main, pas un email, pas un message, une vraie lettre, sur du vrai papier, avec un vrai stylo, à quelqu'un que vous aimez et à qui vous n'avez pas dit quelque chose d'important depuis trop longtemps. Prendre le temps de choisir les mots, plier la feuille, mettre le timbre, aller jusqu'à la boîte aux lettres. Vous pouvez, ce dimanche, ne rien faire. Vraiment rien. Pas du yoga, pas de la méditation guidée par une application, pas de la marche nordique avec des objectifs de pas. Rien. Restez assis. Regardez par la fenêtre. Laissez le temps passer sans lui demander de produire quelque chose. Vous pouvez, chaque semaine, apprendre le nom d'une personne avec qui vous avez une relation régulière mais anonyme. Le caissier du supermarché que vous voyez chaque jeudi, le facteur qui sonne à votre porte, la voisine que vous croisez dans l'escalier depuis 3 ans. Apprendre son nom, l'utiliser. Ces gestes sont petits. Ils ne vont pas changer le monde. Ils ne vont pas ressusciter le laitier ou le coiffeur de quartier, ou la dramatique radiophonique ou le dimanche sacré. Mais ils peuvent changer quelque chose dans la texture de votre vie quotidienne. Ils peuvent réintroduire, modestement, partiellement, imparfaitement, un peu de cette friction, un peu de cette lenteur, un peu de cette présence aux autres et à soi-même qui était le tissu ordinaire de la vie française de 1965. La question des mains, une dernière fois. Revenez à vos mains. Ces mains qui glissent aujourd'hui sur des écrans lisses, qui ne rencontrent presque jamais de résistance, qui n'ont presque jamais à exercer de force, qui n'ont presque jamais à saisir quelque chose de lourd, de froid, de chaud, de rugueux. Ces mains qui ont perdu, progressivement, sans qu'on le remarque, le contact physique avec le monde matériel. Le contact avec la résistance des choses. Le contact avec le poids, la texture, la température des objets qui constituent la vie réelle. La bouteille de lait était froide et lourde. Le jeton de téléphone était froid et lourd. Le sac de courses du marché était lourd. La lettre était légère, mais elle avait un poids différent. Le poids de ce qu'elle contenait. Le livre de la dramatique radiophonique imaginée par votre cerveau avait le poids de toutes les images que vous y aviez mises. Ces poids, ces résistances, ces frictions n'étaient pas des inconvénients. Ils étaient des preuves. Des preuves que vous étiez dans un monde réel, avec des objets réels, avec des gens réels qui avaient des noms et des visages et des histoires. Vos mains cherchent encore ce poids. Parfois, dans un moment de vide, dans un instant de distraction, vous sentez vos doigts se refermer sur quelque chose qui n'est pas là. Un geste fantôme. Le souvenir musculaire d'un monde plus dense. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est votre corps qui se souvient de ce que signifie être vivant dans un monde qui résiste. Ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Peut-être seul, peut-être avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes en train de penser à quelqu'un, un parent, un grand-parent, un ami plus âgé, qui aurait reconnu chacune de ces choses, qui aurait souri, qui aurait dit « Oui, c'est exactement comme ça. Faites une chose pour moi, pour nous. » Partagez cette vidéo avec eux. Pas avec un commentaire, pas avec un emoji. Juste, envoyez-la. Appelez-les. Montrez-la leur. Regardez-la avec eux si vous le pouvez. Et puis, posez-leur une question. Une seule question. Qu'est-ce qui vous manque le plus de ce temps-là? Et écoutez. Vraiment écoutez. Sans téléphone dans la main, sans regarder ailleurs. Comme on écoutait la radio en 1965, avec toute votre attention, avec tout votre corps.
prêts à construire dans votre tête les images que leurs mots vont créer. Ces histoires, ces souvenirs qu'ils ont en eux, sont des trésors. Ils ne dureront pas éternellement. Les gens qui ont vécu en 1965 ont aujourd'hui 60, 70, 80 ans. Leurs souvenirs sont vivants. Leurs mains se souviennent encore. Mais le temps passe. Et le tic-tac, ce tic-tac que personne n'entend plus, continue de compter les secondes. Et vous, dans les commentaires. Je voudrais vous poser 2 questions auxquelles j'aimerais vraiment que vous répondiez. La première, quelle est la chose dont nous avons parlé aujourd'hui qui vous a touché le plus? Pas nécessairement parce que vous l'avez vécue, peut-être parce qu'elle représente quelque chose que vous cherchez sans le trouver dans votre vie d'aujourd'hui. Quelque chose dont vous sentez l'absence sans avoir su lui donner un nom jusqu'ici. La deuxième, quelle chose importante de cette époque avons-nous oublié? Parce que cette vidéo ne peut pas tout contenir. Il y a des objets, des rituels, des façons d'être de la France de 1965 que nous n'avons pas évoquées. Des choses qui méritent d'être rappelées. Des choses qui vivent encore dans la mémoire de certains d'entre vous. Dites-le dans les commentaires. Décrivez-le. Donnez-lui des détails, les sons, les odeurs, le poids dans les mains. Faites-le exister à nouveau dans les mots, parce que c'est comme ça que les choses survivent quand les objets ont disparu, quand le laitier ne vient plus, quand la cabine téléphonique est démontée, quand le carnet noir de l'épicière est jeté. Elles survivent dans les mots, dans les récits, dans les voix qui racontent. Comme cette voix, la voix de la radio de 1965, qui entrait dans les salons et qui disait « Il était une fois un monde qui savait encore attendre, écouter, se taire et regarder ses mains. » Le dernier mot. Nous avons commencé avec le son de bouteilles de lait qui s'entrechoquent sur le pavé d'une rue endormie. Fermez les yeux une dernière fois. Écoutez. Dring, dring, dring. Il est 6 heures du matin. Il fait encore nuit. Les volets sont fermés. Quelque part dans la maison, une horloge fait tic-tac. Et dehors, sur les pavés mouillés, un homme passe à vélo. Sur son guidon, des caisses. Dans les caisses, des bouteilles. Et chaque bouteille teinte contre l'autre, avec ce son qui n'existe plus nulle part ailleurs. Sauf ici. Sauf maintenant. Sauf dans vos mains qui se souviennent. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous. Partagez-la avec quelqu'un qui s'en souvient. Et laissez un commentaire. Vos souvenirs, vos questions, vos propres objets perdus. Ces histoires méritent de continuer à vivre.